Merci. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous d'être à distance. Donc, j'avais commencé à vous présenter et j'avais commencé par Céline Q, qui est donc une diplômée de Polytechnique Montpellier et qui est actuellement à Montréal. Céline, tu peux te présenter en deux mots? Oui, bonjour à tous. Je voulais juste préciser que mon nom c'est Céline Kou, donc ça se dit Kou. Donc j'ai fait mes études à Polytech Montpellier en 2016 en sciences et technologies de l'eau. Je sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Ok. Et en fait, après mes études, j'ai trouvé mon premier emploi au Québec. Donc là, ça fait 7 ans que je suis au Québec. Je travaille en tant qu'ingénieur en traitement des eaux, puis plus particulièrement traitement des eaux usées. Donc, c'est la conception, le design de stations d'épuration. Puis, je suis aussi active dans le groupe de Polytech Alumni à Montréal. Je suis la personne responsable à Montréal. Comment ça fonctionne, c'est que généralement, toutes les personnes qui sont en stage ou qui sont en échange ou même qui viennent après leurs études à Montréal peuvent nous contacter. Puis, on fait des meetings à peu près une fois par mois. Puis, c'est quand même assez varié parce que ça peut être juste prendre une bière, partager nos expériences, mais ça peut aussi être pour la recherche d'emploi, la recherche de logement. Donc, c'est vraiment un réseau qui est très puissant d'alumni à Montréal. Merci, Céline. On continue les présentations avec Antoine Messier, qui est à l'ETS Montréal. Je crois qu'il est en France en ce moment. Anniversaire. Oui, je suis à Dijon présentement. J'aurais bien voulu venir vous voir. Malheureusement, les trains, c'était un peu compliqué. Euh, donc, Antoine Messier, chargé des échanges et des partenariats internationaux du côté de l'ETS Montréal, responsable de la mobilité entrante. Donc, notamment beaucoup d'étudiants de Polytech, du réseau Polytech, Polytech Montpellier également. Donc, au niveau des échanges de semestre, mais surtout au niveau double diplôme, donc des étudiants qui veulent faire des maîtrises canadiennes du côté de l'ETS Montréal. Merci Antoine. On a le plaisir d'accueillir Yves Perret de l'entreprise Visa Expert, donc spécialiste, comme leur nom l'indique, des problèmes de visa. Bonjour à tous. Yves Perret, en effet, comme vous l'avez dit, je représente le service Visagien qui accompagne depuis 2009 tous les étudiants français qui partent faire un stage aux États-Unis. Il faut savoir que tous les jeunes qui ont trouvé un stage aux États-Unis sont obligés d'avoir ce Visagien et donc de passer par un organisme sponsor. Et nous, on accompagne tous les étudiants français justement à obtenir ce précieux document qui est indispensable et qui permet d'effectuer le stage aux États-Unis dans de bonnes conditions. Merci. Et aux États-Unis également, on a le plaisir de retrouver notre CIL national, Cyle Billère. Certains d'entre vous le connaissez. Il a été enseignant en anglais jusqu'à l'an passé dans nos murs. Là, il pilote l'antenne du réseau Polytech aux États-Unis, donc Polytech America. Cyle. Ouais, bon, bah voilà, tout est dit. Bonjour à tous et à toutes. Moi, donc, mon boulot aux États-Unis, c'est d'essayer de promouvoir Polytech, de se faire connaître de manière à créer des relations qui mènent à des partenariats avec des universités et des entreprises, avec ce double objectif d'aller chercher des programmes d'échange et des stages. C'est un travail de longue haleine, en revanche, qui commence petit à petit à porter ses fruits. Et dans ce travail, ça fait maintenant 2 ans, enfin une grosse année et demie, on commence à avoir une vision particulière de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, j'aurai plaisir à répondre à vos questions et vous offrir quelques suggestions dans la préparation de vos mobilités en Amérique du Nord. Et donc pour Polytech Américain, c'est États-Unis et Canada. Donc Céline Kou et moi bossons déjà ensemble. J'ai rencontré Antoine également. Donc voilà. Merci. Moi, je vais lancer la première question. Jade a sûrement aussi une question qu'elle lancera, mais évidemment, l'idée du table ronde, c'est d'échanger avec vous et entre vous. Donc, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole, enfin, demander la parole, pardon, et on la fera circuler. La première question, évidemment, c'est à vous qui avez l'expérience de l'Amérique du Nord, soit parce que vous y travaillez, soit parce que vous avez une première expérience en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que vous diriez à nos étudiants qui sont là dans la salle? Quelles sont les bonnes raisons aujourd'hui d'aller faire un stage ou des études, un séjour en mobilité internationale en Amérique du Nord? Peut-être Karine qui commence? Global. Moi, je dirais tout simplement, et puis peut-être plus généralement, la mobilité à l'international, je pense qu'avant tout, c'est un enrichissement personnel, une ouverture d'esprit. Par rapport à l'Amérique du Nord, et puis moi, je vais parler un petit peu plus pour le Québec, puisque je représente ici une université du Québec. Oui, c'est francophone, le Québec, c'est la langue officielle.
mais ça reste une culture américaine, hein, donc d'Amérique du Nord. Donc c'est vraiment une autre culture que vous allez découvrir si vous faites une expérience au Québec, tout en bénéficiant d'avantages quand même assez intéressants, notamment par exemple avec des frais de scolarité réduits, etc. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc je pense aussi que vous êtes les futurs ingénieurs de demain. Vous allez devoir probablement, dans votre contexte professionnel, répondre à des grands enjeux sociétaux. Et puis au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire sans l'international et sans avoir une vision avec des points de vue divers et variés sur ces enjeux-là. Donc pour moi, la mobilité à l'international et en Amérique du Nord, c'est aussi découvrir une autre culture, découvrir aussi une autre pédagogie, une autre façon de répondre à des enjeux, une autre façon de voir des problématiques. Donc, pour moi, c'est vraiment les avantages principaux de la mobilité en Amérique du Nord. Je sais pas trop quoi dire après ça, mais c'est exactement ça, c'est l'ouverture d'esprit principalement. Surtout, n'hésitez pas à partir seul. On sait que parfois il y en a qui partent en groupe, ça a été mon cas, ça a été le cas de Maxime aussi. C'est très enrichissant, mais si vous avez besoin d'améliorer votre anglais, par exemple, je prends mon cas parce que je suis parti du coup à Edmonton, qui est 100% anglais. Sachez que il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique du Sud, etc., qui parlent pas forcément super bien anglais, donc au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Et après, franchement, c'est énormément l'ouverture d'esprit, rencontrer de nouvelles personnes, enrichir ses contacts aussi, je pense. C'est très important au niveau des réseaux, etc. N'hésitez pas à vous mettre en valeur et à enrichir les connaissances aussi, suivant dans quel domaine vous faites votre stage. Donc tu dirais que le choix, c'est linguistique, principalement, pour la destination. Oui. Ouais. 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 De préférence. Et maintenant, Maintenant, niveau linguistique, ça va mieux? ça va mieux. Ouais, non, franchement, j'ai fait beaucoup de progrès, Ouais. malgré que je sois parti aussi avec d'autres personnes de ma classe. Mais j'ai fait beaucoup de progrès, j'en avais besoin. Et c'est vrai que ça sert. Mais vraiment, n'hésitez pas à partir tout seul, je pense que ça forge le mental aussi. Et puis voilà. Merci. Après, outre tout l'aspect linguistique et vraiment partir découvrir une autre culture, ce que j'ai trouvé intéressant et ce que j'entends de plus en plus aujourd'hui, c'est que tout ce qui est Nord-Amérique, ça pèse énormément sur le CV. Il y a beaucoup d'entreprises qui se réfèrent par rapport à ça. Par exemple, juste rien que pour rentrer au CNRS aujourd'hui en France, si on a fait un postdoc ou si on a fait une partie de notre vie aux États-Unis ou au Canada, ça a vraiment son poids et ça peut vous apporter quelque chose dans la suite de vos études, que vous vouliez continuer, que vous vouliez rentrer dans une entreprise, c'est vraiment important. Sur le Québec, je finirai juste, par exemple, Maxime parlait de l'aspect linguistique. Moi, je suis parti à Montréal parce que c'était une ville qui m'attirait. Et puis, bon, la langue, tout le monde là-bas est bilingue, donc il y a forcément une partie d'expression qui se fait. Mais ça ouvre beaucoup. Et par exemple, sur les trois avec qui je suis parti, on est deux à vouloir repartir à Yves, donc ça ouvre les yeux et on se pose beaucoup de questions de la façon d'envisager notre avenir. Merci. Est-ce que quelqu'un, sur lesquels veut participer? Je ne suis pas sûre si tu vas ajouter quelque chose ou Céline, Antoine? So? Yeah, thank you, Jane. Moi, je voudrais ajouter un truc. Le bagage Polytech, il est exceptionnel. Et là, vous êtes tous les quatre, là, j'imagine que vous êtes tous des diplômés. Et il faut le dire aux élèves, c'est un passeport. Le diplôme, le titre d'ingénieur tel qu'il est enseigné à Polytech, il vous ouvre toutes les portes en Amérique du Nord. Vous allez être bon en université, vous serez bon en entreprise, vous serez capable de faire un doctorat si vous avez envie de le faire, vous pourrez revenir derrière. Et donc, il faut vraiment vous sentir à l'aise et en confiance. C'est vraiment un super passeport que ce diplôme Polytech, c'est la première chose. Et je ne peux qu'appuyer ce qui a déjà été dit sur la partie linguistique. Le boulot de Jane, Moira et de Noël en anglais à Polytech, il est de vous donner la base, et puis après, c'est à vous de vous lâcher, quoi. Et en Amérique du Nord, if you speak like this with an accent, it doesn't matter. You have to just do what you have to do. What I'm trying to say is relax et allez-y, foncez, quoi.
l'Amérique du Nord, elle ouvre des opportunités parce qu'elle vous libère. Ça ne veut pas dire que vous allez vous éclater forcément partout, mais ça veut dire que c'est libérateur. Et avec le bagage que vous avez, vous ne pouvez qu'exceller. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Céline, je ne sais pas si tu veux prendre la parole par rapport à ton expérience. Oui, je pense que c'est intéressant aussi de voir sur soi-même ce qu'on va apprendre. La plupart du temps, ça va être peut-être la première fois que vous allez dans un nouveau pays ou que vous n'allez pas habiter chez vos parents ou des choses comme ça. Donc, ça va être bien pour vous de voir comment vous allez faire dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, vous refaire des amis, etc. Ça va vous obliger à vous plonger dans les choses pas le fun comme les papiers, par exemple. Mais je trouve que vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. Et ça, après, ça va vous permettre, après, plus tard, quand vous êtes dans des situations peut-être nouvelles, de pas avoir peur, en fait. Parce qu'une fois que vous vous connaissez, vous savez de quoi vous êtes capable. C'est un peu comme un outil que vous avez de nouveau. Vous savez que, ah ben, si je suis capable d'aller à Montréal et que je connais personne, ben, je suis bien capable de prendre ce projet à 1 million, par exemple. Donc, ça va être très bien pour vous, pour votre confiance. Puis, je voudrais rajouter que Montréal, oui, c'est francophone, mais si vous le voulez, vous pouvez aussi vraiment beaucoup parler anglais. Et vous pouvez même faire toute votre vie, c'est triste, mais vous pouvez faire votre vie à Montréal sans jamais parler français. Donc, faut sortir aussi de ce cercle un peu de, on est dans un autre pays, mais on reste avec des Français. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, qui vont passer beaucoup de temps avec d'autres Français, puis qui vont peut-être passer à côté de la culture et puis des personnes, on va dire, locales. Donc, c'est comme, c'est le fun d'être à l'étranger, mais aussi d'accepter la culture puis de vraiment se mélanger, là. Merci beaucoup. Antoine, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, ben, je réitère ce qui a été dit, évidemment, la richesse, l'importance d'une mobilité internationale. Moi, je suis vraiment abasourdi par cette obligation CTI pour la mobilité. J'aimerais bien que ce soit le cas du côté québécois. On est loin d'être de ce côté-là. Nous, nos étudiants ne sortent que très peu, malheureusement. Moi, j'en ai fait un durant mes études et aujourd'hui, c'est rendu mon travail. J'ai tellement aimé que j'en ai fait mon boulot. Euh, Ça vient, ça a été dit, de mots culturels, même en termes de, ça amène une petite dose d'humilité, des fois nécessaire dans notre début de la vingtaine, euh, qui reste avec nous, qui nous permet vraiment d'être confiants, d'avoir une certaine confiance quand on va parler à des gens de partout dans le monde. Puis moi, je vais prêcher pour Montréal, évidemment, à l'ETS, Céline l'a mentionné. Euh, c'est rassurant pour nos étudiants parce que c'est une métropole francophone, donc on va pouvoir parler, vivre en français, l'ETS, étudier en français. Évidemment, il y a des communautés historiques anglophones qui sont là depuis très longtemps. Donc, on va pouvoir parfois pratiquer notre anglais. Et même plus, parce que Montréal, c'est 130 communautés culturelles différentes. Donc, une métropole vraiment internationale. Donc, apprendre des nouvelles langues, manger des nouvelles choses, voir des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est ça l'attrait de Montréal et du Québec dans son ensemble, évidemment. Donc, je vais juste réitérer, renchérir ce qui a été dit par les collègues. Merci. Yves, je ne sais pas si vous pouvez rassurer les étudiants par rapport à tout ce qui est démarche visa, papier, administration. Parfois, c'est des choses qui font peur, donc peut-être vous avez quelque chose à rajouter. Absolument, merci. En fait, nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que globalement, l'objectif, quand on est étudiant, c'est de se créer un parcours unique. C'est d'utiliser justement ces 5 années pour se créer une formation qui est différenciante de tous ses camarades de classe. Et nous, ce qu'on sait, c'est que statistiquement, par exemple, pour les États-Unis, il n'y a que 3700 étudiants français qui partent faire un stage chaque année aux États-Unis. Ça, c'est les chiffres de 2019. Donc, avant la crise Covid, on n'est pas revenu à ça encore. 3700 étudiants, il faut savoir qu'on est 2,2 millions d'étudiants français en France. Donc, globalement, les étudiants qui partent faire un stage aux États-Unis, c'est extrêmement rare. Et ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui est rare est cher. Et donc, forcément, ces jeunes qui auront vécu cette expérience aux États-Unis, eh bien, deviendront des pépites, deviendront uniques sur le marché de l'emploi et seront beaucoup plus facilement employables. Concernant la démarche administrative pour les États-Unis, oui, c'est extrêmement simple. C'est une démarche qui existe depuis de nombreuses années, qu'on maîtrise parfaitement. Il y a 3 étapes. Première étape, montage de dossier sur ce qu'on demande, passeport, copie de certificat de scolarité et autres. Ensuite, on obtient ce que l'on appelle un certificat d'éligibilité auprès d'un sponsor américain qui est accrédité par le gouvernement américain pour vérifier l'éligibilité des jeunes. Et ensuite, on accompagne le jeune à l'ambassade des États-Unis à Paris pour obtenir ce document à l'intérieur du passeport et permettre aux jeunes de pouvoir effectuer son stage légalement aux États-Unis. Donc, c'est un processus qui est
simple, mais il faut faire attention aux différentes étapes et c'est un processus qui prend du temps, à peu près 8 semaines. Donc voilà, il faut le faire correctement. Et la question qui fâche, ça coûte combien? Alors, le tarif va varier en fonction de la durée du stage, puisque en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs frais qui sont à l'intérieur, les frais qu'il faut payer au sponsor, les frais qu'il faut payer au département d'État américain, les frais qu'il faut payer à l'ambassade, l'assurance accident, maladie, rapatriement qui est imposée par le gouvernement américain via les sponsors, et l'assurance aux États-Unis, ça coûte très cher. Donc, il faut compter entre 1200 et 2200, 2300 euros si on part pour 12 mois de stage. Et forcément, l'assurance pour 12 mois de stage aux États-Unis, ça coûte très cher. Ok, merci. Et c'est inclus, voilà. Elle est extraordinaire, elle est vraiment de très très bonne qualité et ça couvre accident, maladie, rapatriement et surtout responsabilité civile. C'est-à-dire que si on fait mal à autrui, eh ben, on est protégé. Et ça, aux États-Unis, on sait que c'est important. Très important, ouais. Juste une question. Juste pour revenir sur la question des visas, parce que c'est quelque chose que je m'étais posé l'année dernière quand je faisais mes papiers. Alors oui, il y a tout ce qui est côté sponsor, mais après, il faut voir, il y a certaines entreprises aussi qui s'en occupent de tout ça. Parce que moi, pour ma part, je n'ai pas du tout payé tout ça, c'est l'entreprise qui le prenait en charge. Mais par contre, je suis intervenu à partir du moment où il fallait faire les premiers papiers, le rendez-vous à l'ambassade américaine. Donc en soi, oui, vous pouvez passer par un sponsor, mais peut-être que l'entreprise peut vous aider si jamais elle en est capable. Et c'est elle qui va s'occuper d'une partie des démarches administratives, mais aussi de les payer. Ah, absolument, c'est tout à fait juste. Ça fait partie de la négociation que les étudiants peuvent avoir dans le processus de recrutement, c'est-à-dire que le visa, c'est un coût, le billet d'avion, c'est un coût. L'entreprise qui vous prend est peut-être en capacité à prendre ça en charge. Dans tous les cas, les démarches de visa, l'entreprise et l'étudiant doivent remplir des documents et nous, on est là pour collecter ces documents et s'assurer que tout est éligible pour obtenir certificat d'éligibilité, vous le remettre à vous en tant qu'étudiant et ensuite aller à l'ambassade des États-Unis avec ce document-là. Tout à fait. Juste, moi je vais rajouter du coup, pour le Canada, nous on est alternant, donc on a dû partir 2 mois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont alternants dans la classe, à part. On a dû partir 2 mois. Pour le Canada, on a juste dû faire l'AVE, l'ETA en anglais. Ça a coûté 7 $. Et pour entrer dans le territoire canadien, on n'a que ça à faire normalement. Il y aura un numéro en fait, d'identité qui sera directement incorporé à votre numéro de passeport. Et en tout cas, pour une mobilité de 2 mois, il y a juste ça à faire. Après, au niveau des assurances, etc., moi je sais que dans la partie anglophone, la sécurité sociale ne marchait pas. Donc j'ai dû prendre ce qu'on appelle le CFE, qui veut dire, je ne sais plus. Voilà, Caisse des Français à l'étranger. Et avec ça, j'ai pris un complément avec ma mutuelle, du coup, pour pouvoir être bien couvert. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver là-bas, donc c'est toujours très important d'être bien couvert. Le CFE, je ne sais plus combien c'était une centaine d'euros, il me semble, quelque chose comme ça. Et le complément avec la mutuelle, c'était 250 €. Mais bon, vaut mieux se couvrir plutôt qu'on ne sait jamais. Là-bas, c'est pas du tout pareil qu'en France, donc voilà. Il faut prévoir le coût. Après, sinon, pour aller au Canada, il y a juste l'ETA à faire. Juste pour ajouter, en fait, ça dépend du type de séjour que vous voulez faire. Si vous voulez faire un double diplôme, donc là on parle d'un séjour de minimum 12 mois, là il y a une démarche d'immigration qui est un petit peu plus longue, donc il faut obtenir un certificat d'acceptation du Québec et ensuite un permis d'études. Il faut savoir que ça prend à peu près, pour les citoyens français on parle d'une démarche qui va prendre environ 4 mois. Par exemple, ça c'est pour l'accueil diplômant, c'est pour ça que c'est bien important, si vous avez ce projet-là, effectivement, pourquoi il y a des dates butoirs pour déposer votre dossier, c'est pour vous permettre d'avoir le temps de faire ces démarches-là qui sont quand même assez longues, mais par contre, si vous les faites en temps et en heure, il n'y a aucun souci pour obtenir les papiers. Dans tous les cas, vous pouvez commencer aucune démarche sans avoir obtenu l'autorisation de l'université qui va vous accueillir sur place, donc votre offre d'admission. Donc ça, c'est pour les séjours un peu plus longs. Si vous venez en échange, donc faire
4 mois par exemple de cours. Là, à ce moment-là, comme vous êtes sur un séjour de moins de 6 mois, ça va vous prendre juste soit l'AVE, si vous êtes par exemple français, dépendamment du pays de votre citoyenneté, ça peut être aussi un visa de visiteur. Il faut savoir qu'au Québec, les conseils en immigration ne peuvent être donnés que par des conseillers réglementés en immigration. Ce sont des employés qui sont agrémentés par le gouvernement. Donc en fait, à l'Université de Sherbrooke, par exemple, on a une personne qui est réglementée et qui a mis à disposition des étudiants qui veulent venir en mobilité chez nous sur notre site web tout un tas d'informations qui expliquent très bien les démarches selon vos cas de figure. Après, ce sont des démarches qui se font en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné par une société privée. Toutes les démarches se font en ligne et c'est assez bien expliqué. Pour les stages, c'est un autre cas de figure. Si c'est un stage de 120 jours et moins, vous pouvez avoir une dispense de visa. Ça dépend des cas. C'est pour ça que ça devient difficile de commencer à donner des conseils parce que, évidemment, chaque cas de figure est différent. Pour un stage de plus de 120 jours, ça va vous prendre un permis de travail. Voilà, donc il y a différents cas de figure selon les séjours que vous voulez faire. Encore une fois, normalement, les universités au Québec mettent à disposition une série d'informations. Nous, par exemple, on fait des webinaires d'information sur l'immigration. Donc, à période régulière, à partir de, enfin même toute l'année, en fait, il y a des webinaires toutes les 2 ou 3 semaines. Là, c'est notre consultante réglementée en immigration qui donne tout un tas d'informations. Donc voilà, il y a plein de solutions pour vous aider dans vos démarches d'immigration, sachant que, encore une fois, je le mentionne, selon ce que vous voulez faire comme type de mobilité, les démarches seront différentes. Elles sont différentes aussi en fonction de votre nationalité. Donc voilà. Alors avant de vous laisser poser des questions, je veux donner la parole à Calvin. So we have another student coming on purpose from the US to share his experience. So Calvin, what would you say to the students? What should be the good reasons to make a mobility abroad to the US? Yes, I am a student who came here on purpose. This was not by accident. There's a lot of good reasons to study abroad anywhere. For me, I studied abroad in Germany when I did my undergraduate degree. Fell in love with a girl from Montpellier, and that's how I ended up here, roughly. But that's definitely something that will happen to anyone who goes and studies abroad, is not only are you connected with the local people there, but you'll develop an incredible community of people from all over the world. And especially in America, that's a great opportunity to do that. One of the things that I can advise about America, not so much about Canada, because I'm not from Canada, is the incredible difference in the different parts of our country in the type of people that live in each one. So I strongly recommend learning a little bit about where you're headed, because as different as the people in north of France are from the people in the south of France, America is even more extreme in that sense. It's very, very different people. So there are people from my country that I can't understand what they're saying. It's going to be very interesting for those of you who go there. I think it'll be a great experience. Yeah, and I think perfect. Merci Calvin. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que vient de dire Calvin. Yeah, I just want to add, Kevin, thank you for that. But I just want to add that, you know, French people need to understand that America is not just about New York, San Francisco, and Montreal. Yeah, I mean, there are many, many other cities and areas that you can go to and cool universities and cool places where you could actually exercise your engineering talent. Donc, ne pas se limiter à ce cliché New York, San Francisco, Montréal, quoi. Il y a des tas de trucs. On est en train à Polytech America d'essayer de les ouvrir, toutes ces avenues vers d'autres endroits. Alors, le Québec est une destination privilégiée, hein, soyons clairs. On a des relations les plus solides qui soient à Polytech, avec des très belles universités dont les représentants sont là aujourd'hui au Québec. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, comme Kevin vous l'a dit, ouvrez les écoutilles et ne vous interdisez aucun autre endroit de l'Amérique du Nord. Voilà. Juste une question, point de vue coût de la vie sur place. Est-ce que c'était vraiment beaucoup plus cher sur place? Parce que on rentre dans ses frais, je ne sais pas si, Calvin, would you say France is more expensive than the US or? Again, the costs in America vary greatly. So from where I came from,
France is more expensive. But then when I went back home and I did an internship in Denver, I found that France was less expensive. So it's great variety between different cities. Okay. From Wisconsin, in between Milwaukee and Madison. Pour ce qui est de Montréal, le coût de la vie, donc je vais parler d'un peu de la nourriture. Étant donné qu'il y a la différente valeur pour le dollar canadien et l'euro, on s'y retrouve à peu près. La nourriture est un peu plus chère, mais ça ne va pas changer. Ce qui va poser problème, ça va être de bien manger. Les produits frais, on a vite fait d'exploser les coûts. Après, pour ce qui est des logements, ça va dépendre si vous voulez vivre seul. Nous, on avait réussi à trouver directement avec le particulier, donc on avait des prix différents. Mais si vous voulez passer par Airbnb, vous allez vite réserver. Ouais, ben, j'ai pas plus à rajouter. Quand on veut. Ouais, on est passé par Airbnb du coup. N'hésitez pas à prendre un logement peut-être un peu plus cher, mais mieux parce que nous, on avait pris un logement, on a eu des surprises. C'est-à-dire qu'on a dû dormir à l'hôtel et puis trouver un autre Airbnb. C'était une galère pas possible. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus pour avoir un peu plus de confort et tomber sur un truc bien, pas une arnaque ou quoi que ce soit. Après, la vie en soi là-bas à Edmonton, c'était kiff-kiff, on va dire. Juste pareil, quand on veut bien manger, forcément, ça coûte un peu plus cher. On mange bien ici. Donc là-bas, c'est différent. On va dire que les fast-food, c'est pas forcément plus cher, c'est voire même un peu moins cher. Mais directement, les bons restaurants ou la bonne viande, les faire les courses, etc., des bons produits, ça vaut un peu plus cher. Oui, ben, en fait, on a établi un budget annuel pour les étudiants internationaux pour qu'ils aient un ordre d'idée. Notre budget annuel pour bien vivre à Sherbrooke, il est estimé à 16 000 € par année. Donc ça comprend vraiment tout, l'alimentation, les loisirs, le logement, l'énergie, le téléphone, l'assurance santé, sachant que pour les Français, il y a une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie, donc vous ne payez pas l'assurance santé. Ceci étant dit, vous devez l'avancer, puis on vous la rembourse par la suite. C'est un petit détail, mais qui est quand même important. Donc voilà, donc moi je dirais aussi grosso modo que certains postes de dépenses sont plus élevés, certains sont moins élevés. Effectivement, l'alimentation c'est un petit peu plus élevé. Le logement, grosso modo, en tout cas à Sherbrooke, va être plutôt moins cher qu'en France. L'énergie, beaucoup moins chère. L'électricité, beaucoup moins chère. Voilà, donc en tout cas, nous, on a estimé, c'est un budget à titre indicatif, évidemment, ça dépend un peu de comment vous vivez, mais on a estimé à 16 000 € pour une année complète, 12 mois, à Sherbrooke. Pour les États-Unis, pareil, moi je trouve que ça a été un peu plus cher qu'en France. Dans la ville où j'étais, c'est pas une ville très très grande, il y avait à peu près 120 000 habitants, mais très vite en logement, c'était 800-900 € la chambre chez l'habitat. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est tout ce qui était transport. Ça monte très très vite. Si vous voulez prendre l'avion pour juste faire une heure de vol, ça peut être 200-300 €. La nourriture aussi. Le problème des États-Unis, c'est que souvent on ne trouve pas tout dans un magasin. Il faut en faire plusieurs et très vite, là, il va y avoir des frais partout. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est les taxes. Parce qu'en France, nous, c'est simple, on a la TVA qui est affichée sur le prix. Aux États-Unis, on va payer les taxes après quand on arrive en caisse. Donc on peut peut-être des fois faire des erreurs sur ce qu'on prévoit. Et sur ce qu'il y a à prendre aussi en compte, c'est par exemple, comme on l'a dit au tout début, c'est qu'il y a un moment, il faut prendre une assurance santé ou une assurance vie ou un rapatriement. Et ça, c'est des frais qui sont à prendre en compte quand on prépare son projet parce qu'on va devoir dédier de l'argent à ça et c'est pas négligeable non plus. Il y a Céline à distance qui avait levé la main depuis un moment. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Syl. Moi, quand je suis arrivée au Québec, en fait, j'ai été prise parce que en région, ils cherchaient des ingénieurs, puis ils n'arrivaient pas à trouver des ingénieurs québécois, donc ils sont allés chercher des ingénieurs en France. Donc vraiment, le diplôme de Polytechnique Montpellier a été reconnu. Puis moi, pour le coup, j'ai pas été donc dans une grande ville, donc Shawinigan, c'est à 1h30 de Montréal, là, et c'était vraiment l'immersion totale parmi les Québécois. Donc il y en a qui parlaient pas forcément anglais et il y en a qui comprenaient pas mon français. Donc, c'était vraiment compliqué au quotidien pour moi. Par exemple, je demandais, est-ce que tu as un taille-crayon? Taille-crayon, c'était pas un mot qu'ils connaissaient, là. Donc, j'ai dû vraiment m'adapter rapidement à la culture québécoise et je regrette pas du tout d'être allée dans une plus petite ville avant d'aller à Montréal parce que ça m'a vraiment permis de m'imprégner de la culture québécoise et en fait, ça va dépendre des régions, mais des fois, les gens sont aussi beaucoup plus ouverts
Ils vont vraiment accueillir à bras ouverts les immigrés, les étrangers. Donc, il y avait beaucoup d'ateliers pour accueillir les nouveaux arrivants qu'il y a peut-être moins forcément à Montréal parce que c'est beaucoup plus diversifié. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller, on va dire, dans des petites villes en Amérique du Nord, profitez-en parce que vous allez vivre une expérience vraiment différente et enrichissante. Et par exemple, si on rebondit aussi sur le coût de la vie là-bas, à Shawinigan, c'était vraiment pas cher là. Pour $500, on pouvait avoir comme 3 chambres à coucher là, juste un appartement entier avec 3 chambres là. Donc, ça dépend ce que vous cherchez aussi. Si vous cherchez à être dans une grande ville ou proche de la nature, Shawinigan, c'était ça, c'était au milieu des montagnes, des lacs. Ça dépend de l'expérience que vous voulez avoir aussi, mais si vous sortez des grandes villes, ça va être moins cher aussi au niveau du logement. C'est sûr que je pense que ce qu'on parle tous entre Français, c'est la bouffe. Le prix du fromage au Québec, c'est incroyable. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu adaptée dans le sens où les recettes vont être différentes. Par exemple, je trouvais pas de lardon pour faire des pâtes carbonara, donc maintenant, je prends du bacon. Donc, c'est ça. Si vous allez vous adapter, puis vous allez aussi découvrir des nouvelles recettes. Moi, c'est ça que je fais aussi, c'est apprendre à manger comme des Québécois finalement. Donc, ça va faire aussi que je trouve ça aide aussi la nourriture quand vous essayez de manger comme les locaux, peut-être à varier les coûts, puis à en apprendre plus sur la culture aussi. Ouais, c'est vrai que courir la vie pour du saucisson, en fait, ou le camembert à 15 euros, c'est un peu cher. Merci. Syl, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, oui, sur le coût de la vie. D'abord, je voudrais signaler qu'on voit qu'on est dans une réunion en France parce que ça parle de bouffe toutes les 2 secondes. Mais c'est bien, ça montre la culture française. Et en fait, sur le coût de la vie, je voulais juste vous dire que c'est ce que Céline et Kevin ont bien expliqué, et les gens sur l'estrade, là, sur le podium. Il y a des différences énormes. Il faut bien comprendre qu'il y a des endroits un peu paumés où vous paierez beaucoup moins cher et des endroits très cosmopolites comme les grandes villes américaines, que ce soit Toronto ou je ne sais pas, par exemple San Diego, où vous allez payer beaucoup plus cher. Et donc, on a parlé du moyen et du moins cher. Je vais vous donner un exemple de plus cher. On a une élève de Polytech, je crois que c'est Marseille, qui se prépare à aller à San Francisco. Et là, le budget que le directeur de labo lui a demandé de mettre en place, c'est 2500 par mois, $2500 par mois. Faut qu'elle garantisse qu'elle ait ces moyens-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle va les dépenser. Je pense qu'elle sera très frugale comme vous sauriez l'être. Mais comme Céline a expliqué qu'on peut l'être en ajustant sa consommation. Mais voilà, il y a des endroits où c'est cher. Le dernier truc que je veux dire sur le coût de la vie, c'est qu'à mon sens, si vous décidez de partir en Amérique du Nord, c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une dépense, c'est une façon de dire je vais ajouter à mon CV cette expérience de fou, et donc ça me coûte tant pour passer un semestre, voilà, et que je vais retrouver, que je vais rembourser en gagnant bien ma vie, ou en Amérique du Nord ou en France, parce que j'aurais eu cette expérience. Voilà, donc il faut faire cet équilibre financier à long terme dans vos têtes également. Ouais, je pense, ouais, c'est l'inquiétude avant, mais en fait, on se rend compte après expérience à l'international que c'est vraiment, ça valait la peine. Antoine, pardon, juste Antoine qui voulait juste. Oui, oui, par rapport au coût de la vie et au coût des études également, je pense que ça a été mentionné brièvement, mais évidemment. Pour les étudiants français qui viennent au Québec, il y a des frais avantageux. Donc, il y a des accords qui ont été signés entre les gouvernements québécois et français au niveau de la maîtrise. Les étudiants français paient les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Et d'université en université également, il y a des accords là, bilatéraux qui permettent de se sauver de plusieurs milliers de dollars. Donc, à l'ETS, à Sherbrooke probablement également. Et évidemment, également, ce que je veux dire, puis ça revient à la question du début sur les avantages de la scolarité au Québec, à Montréal, c'est la proximité avec l'industrie puis les possibilités de faire de l'argent pendant nos études. Nous, il y a le concept de stage coop qui existe à l'ETS, à Sherbrooke également, qui permet de faire des stages de 4-8 mois pendant nos études, notamment durant la maîtrise. Puis ça nous permet de faire 14, 15 000, 16 000 dollars canadiens pour 4 mois d'études. Et donc, on peut autofinancer nos études et même plus durant les études à Montréal, au Québec. Et également, ce que je veux dire, c'est que votre permis d'études vous permet de travailler à temps partiel. Ici, au niveau culturel, c'est peut-être une différence. Là. Les étudiants vont travailler pendant leurs études pour évidemment payer les frais de scolarité.
Et présentement, je vous le dis, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre au Québec. C'est l'actualité, là, présentement. C'est le sujet de l'heure. Vous allez déposer un CV dans un café. Ils vont vous supplier d'aller travailler pour eux présentement parce qu'ils cherchent du monde partout, partout. Et donc, vous allez pouvoir travailler à temps partiel durant vos études pour vous faire de l'argent, pour vos sorties, pour aller manger au restaurant, etc. Donc, c'est possible de le faire. Ça vaut la peine de le mentionner. Karine, si tu me permets, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Antoine, parce qu'on est passé au Québec il n'y a pas longtemps, on a vu des étudiants qui étaient en double diplôme et qui, malgré le fait qu'ils avaient entendu ce qu'Antoine vient de dire, ne le croyaient pas. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils entrent en stage et qu'ils soient dans leur stage, ils ne croyaient pas qu'ils allaient gagner 2000 € par mois, parfois, et que ça allait être facile à trouver, que les employeurs allaient se battre pour leur donner des stages et après se battre pour leur donner un emploi. Donc vraiment, le système est inversé au bénéfice des étudiants en Amérique du Nord en général, en Québec en particulier. Après, aux États-Unis, ça va dépendre des États, mais globalement, c'est assez inversé. Et c'est vrai que les étudiants ont l'habitude de travailler pendant leurs études et d'être payés, et d'être vraiment payés comme des salariés pendant leur stage. Donc c'est un point important à considérer lorsque vous préparez votre budget. Oui, en fait, j'allais rebondir. Merci Antoine du coup d'avoir précisé ça. J'allais effectivement vous parler de cette possibilité-là de faire un stage. Effectivement, c'est 10 000 $ le salaire moyen en génie pour un stage de 15 semaines. Donc, si vous faites, donc c'est à peu près 4 mois. Donc, si vous faites 6 mois, c'est encore plus. Donc, ça permet effectivement quand même de pas mal financer ses études sur place. Et puis, avec la possibilité, il faut savoir aussi que par rapport aux maîtrises qu'on propose en double diplôme, en fait, vous avez aussi l'accompagnement pour trouver votre stage. Donc, vous n'êtes pas tout seul à envoyer vos CV de partout, là. Nous, en fait, on a, j'imagine que c'est la même chose à l'ETS, mais on a un affichage de postes, on a une liste de stages, donc on vous aide pour l'entrevue, on vous aide pour faire un CV à la québécoise, on vous prépare pour les entretiens, etc. Donc, vous avez, le taux de placement, il est de 100%. Il n'y a aucun de nos étudiants qui vient chez nous. De toute façon, on ne prend pas d'étudiants si on ne peut pas les placer en stage. Donc, c'est simple. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette possibilité-là qui vient un petit peu vous aider financièrement. Le temps passe très vite, excuse-moi, parce que je voulais juste donner la parole à notre nouveau collègue. On a un collègue qui arrive, qui va d'ailleurs se présenter, et qui va nous donner également son témoignage, parce qu'il a passé un peu de temps en Amérique du Nord. Et après, je voudrais bien qu'on prenne des questions de la salle. Évidemment, tu pourras un moment compléter. Et donc, Christophe Morand, en fait, je suis le nouvel enseignant en IGDO. Avant d'être enseignant, donc j'ai un passé d'ingénieur en développement. J'ai fait des études d'ingénieur au départ. Et ensuite de chef d'entreprise. Donc déjà, alors quand je suis rentré ingénieur développement, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé. Et en fait, j'étais rentré dans une TPE et on était 4 personnes, j'étais la 5e et j'ai eu la chance, en fait, on a ouvert un bureau aux États-Unis à Los Angeles. Donc déjà, je me suis retrouvé catapulté et à faire les premières missions aux États-Unis. Alors aux États-Unis, du coup, je rejoins ce qu'il disait, je me suis retrouvé la première fois en Caroline du Nord. Et là, en Caroline du Nord, je ne comprenais pas grand-chose au niveau de l'accent. Après, du coup, Los Angeles, j'y suis allé plusieurs fois pendant 3 ans, parce que j'ai dû faire des entretiens de recrutement, j'ai fait les premiers rendez-vous clients. On a monté le bureau là-bas, donc j'ai jamais vécu là-bas, mais j'ai fait beaucoup de déplacements sur Los Angeles. Et ensuite, par la suite, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu l'occasion d'être sélectionné parmi les startups qui ont participé à ce qu'on appelle le French Tech Tour, qui est une sélection de startups françaises pour aller présenter leurs projets innovants aux États-Unis. Donc du coup, j'ai été sur New York, Washington, San Francisco et la Silicon Valley. Et également donc, au Canada, à Québec, donc Montréal et Toronto. Donc là c'est pareil, le Canada, suivant où vous allez, alors je ne connais pas la côte ouest, je ne connais pas Ottawa, mais entre la ville de Québec et Toronto, on passe de la zone francophone à la zone américaine, quoi. Et il y a des cultures vraiment très très différentes. Après, ce que je veux dire, c'est qu'au Canada, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, donc déjà il y a un accueil qui est extraordinaire. Et en fait, il y a une ambiance de travail qui est vraiment très différente de ce que j'ai pu rencontrer en France, avec un véritable esprit de collaboration. Donc ça, il y a une super ambiance de travail au Canada. Après l'expérience que j'ai d'avoir dû travailler en France dans une entreprise qui échangeait en anglais, en fait, nous, Français, je pense qu'on a une barrière avec la langue. Et souvent, en fait, on se dit, je parle pas bien anglais, donc je parle pas anglais. Et en fait, ça, le truc, il faut vous enlever de la tête absolument. Forcément, vous parlez pas bien anglais, peut-être qu'il y en a qui parlent bien anglais, tant mieux pour eux. Mais forcément, on parle pas très bien anglais, mais en fait, c'est pas grave. Et quand on arrive aux États-Unis, au Canada,
Si on est à Québec, on parle français. Si on est à Montréal, on peut parler les deux. Si on est à Toronto, du coup, on parle plus qu'anglais. Mais aux États-Unis, même si vous parlez pas bien anglais, en fait, c'est pas grave. En fait, les gens vont se mettre à votre niveau, vont apprécier que vous parliez anglais, même si vous parlez pas bien, et ça va, et vous allez progresser. Et franchement, la première chose, c'est ça, c'est d'enlever cette barrière et se dire, mais je vais parler mal, mais je vais parler, et en fait, ça libère tout, quoi. Donc, saisissez toutes les occasions que vous avez ici pendant vos années d'études pour parler anglais, parce que c'est vrai que écouter de l'anglais aujourd'hui, c'est facile. Lire de l'anglais, on le fait communément. Écoutez, vous prenez une application sur votre téléphone, vous mettez la radio en anglais, vous mettez Netflix, vous mettez en anglais. Par contre, on a assez peu quand même, malgré tout, d'occasions de parler. Et donc ça, c'est ce qu'il faut trouver, quoi. Il faut trouver des occasions de parler et surtout, voilà, libérez-vous. Mais après, c'est super enrichissant. Partez à l'étranger, régalez-vous, vous allez vous régaler. Et vous allez rencontrer plein de gens super. Et franchement, c'est une super expérience. Donc allez-y. Merci, bienvenue. Je vois l'heure qui tourne, donc on va laisser la parole rapidement à Céline et Syl, et après, c'est l'heure de vos questions. Vous avez préparé vos questions. Vous pouvez aussi les poser sur le QR si vous les posez aux collègues qui sont à distance, comme ça ils vous répondront au fur et à mesure, parce qu'on va devoir arrêter à 5 heures, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Syl et Céline, dans l'ordre que vous voulez, et après les questions du public. Ah, moi, pardon, je viens de baisser la main parce que j'avais oublié de la baisser tout à l'heure. Juste pour dire ce que je viens d'entendre là prénom, j'ai pas, le nom c'est Morand, c'est ça? C'est exactement ce que je prêchais quand j'étais enseignant en anglais. Lâchez-vous et parlez quand vous avez une occasion. Aux États-Unis en particulier, et je pense que c'est le cas au Canada, tout le monde a des accents. Tout le monde fait des fautes. Alors, ça ne plaît pas aux enseignants en anglais, mais la réalité, c'est qu'on s'attache plus au contenu de ce que vous avez à dire qu'à la forme. Donc, lâchez-vous. Voilà. Oui, moi, je voulais rebondir sur les stages, les emplois, etc. Servez-vous du réseau Polytech, servez-vous des alumni, des personnes qui sont déjà présentes. Nous, on est là depuis des années, on a les contacts, on peut vous aider pour les CV, à faire passer vos CV. On sait, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont en position de recrutement, je peux leur envoyer des CV, ils vont me dire, OK, on est intéressé. Ça marche beaucoup. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon emploi grâce à un alumni. J'en ai trouvé d'autres, des emplois pour d'autres personnes, des stages, etc. comme ça. Même des personnes, des fois, qui sont même pas de Polytech. Donc, faites marcher vraiment le réseau. N'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir des messages sur LinkedIn ou par courriel. On est prêt à vous aider. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Puis, pour l'anglais, je voulais préciser, moi, par exemple, je travaille à Montréal, mais je travaille avec une équipe qui est à Toronto. Donc, j'ai été recrutée parce que, justement, je parlais français et eux, ils avaient personne qui parlait français. Et donc, mon quotidien, c'est en anglais. Et je peux vous assurer que, surtout à Toronto, il y a une très grosse communauté de personnes immigrantes et que moi, finalement, avec mon petit accent français, là, c'est vraiment rien par rapport à d'autres accents. Donc, soyez pas timide de votre accent. En fait, tout le monde a un accent, comme disait Steve. Et le plus important, c'est que vous arrivez à communiquer. Puis, l'anglais, c'est vraiment bon pour ça. Là, la plupart du temps, c'est la langue que tout le monde est capable de parler, là. Alors Céline et Syl, ce sera facile pour vous de les contacter, ils sont disponibles, comme ils l'ont dit, ils font un peu partie de la grande famille, hein. Antoine, peut-être moins fréquemment, mais je sais qu'il répond facilement aux questions. Yves, je le connais moins, mais je suis bien sûr que si on écrit à Visa Expert, on aura des réponses. C'est à vous la parole, là, il reste 5 minutes, donc posez des questions, mais si vous n'avez pas le temps, les 4 qui sont assis là, vous les avez encore jusqu'à demain soir, et à distance, vous pouvez les contacter par mail ou LinkedIn. Est-ce que c'est vrai que si on fait toutes les démarches pour le sponsor, à la fin, le jour de l'ambassade en Amérique, enfin le jour de l'ambassade américaine à Paris, on peut se faire refuser quand même? J'imagine que cette question m'est posée. Vas-y, Yves. Oui. Dans la théorie, oui, il y a toujours une possibilité que l'ambassade décide de refuser. Maintenant, c'est un fait extrêmement rarissime. Depuis 2009 où je fais cette activité, on a sponsorisé des milliers d'étudiants français. Sur les milliers d'étudiants français, je compte sur les doigts d'une main les problématiques à l'ambassade et les problématiques qu'il y a pu y avoir, c'était principalement parce que les noms étaient des homonymes de personnes qui étaient sur la liste noire des États-Unis. Voilà. Donc des gens qui n'ont pas de chance.
Et donc, du coup, ça nécessite des recherches beaucoup plus approfondies. Et donc, c'est même pas des refus, c'est juste l'ambassade qui dit qu'en fait, ils vont être obligés d'investiguer plus longtemps et ils vont garder le dossier 2, 3 mois. Bah, quand on garde le dossier 2, 3 mois plus tard, le stage, il est déjà fini, quoi. Donc, c'est trop tard pour les jeunes. Donc, c'est dans la théorie, oui, mais ça n'arrive quasiment jamais. Une fois que tu as, une fois que tu as fini tout ton dossier, que tu as tous tes papiers, il faut que tu te renseignes sur Internet, ça explique comment le rendez-vous se passe. Et le premier truc à savoir, c'est qu'il ne te faut pas d'ordinateur, pas de tablette, sinon tu es refusé à l'entrée. Moi, ça a failli m'arriver, j'ai pu donner mon sac à quelqu'un. Mais après, sinon, l'entretien, si tu vas rentrer, tu vas donner tes papiers, tu expliques la raison de ton voyage et tu rentres chez toi et ça se passe très très vite. Et si tous tes papiers sont tous faits en amont, normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais savoir, pour Polytech America, où sont situées à peu près pour l'instant les écoles et les universités partenaires. Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement. On est au tout début du projet de Polytech America et je suis en train de cartographier avec toutes les écoles les accords que nos écoles ont avec des universités et également avec des entreprises. Ce travail n'a jamais été fait complètement et donc on est au début du truc. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les partenariats que Polytech Montpellier noue aujourd'hui avec des écoles, des universités, ne sont pas forcément partagés avec d'autres écoles du réseau. Ça va faire partie du travail que je vais faire sur cette cartographie. Là, vous avez les partenariats en place avec Polytech Montpellier. Et donc, d'autres écoles du réseau ont d'autres partenariats ou partagent quelques-uns de ces partenariats. L'idée, c'est qu'on arrive à cartographier tout ce qui est accessible individuellement et qu'un jour, ce soit accessible à tout le réseau. Aujourd'hui, voici très précisément les opportunités que vous avez en termes d'université. L'une d'elles est toute nouvelle, c'est l'université de Louisiana à Lafayette, qui est aussi dans un endroit francophone pour ceux que auxquels l'anglais fait un peu peur et qu'on est allé voir récemment et qui est très sympa également et où on retrouve cette même familiarité, ce plaisir de vivre et de manger qu'on retrouve au Canada. Donc là, il y a vraiment un vecteur francophone et vecteur culturel très important. Après, je suis en train de travailler avec d'autres universités au Texas, en particulier avec University of Texas at Austin, qui est une très grosse université, University of Texas at San Antonio, qui est une autre UT, mais pas que. Donc, je reviendrai un peu plus tard, potentiellement trop tard pour ceux qui vont faire une mobilité de 2024, avec des infos plus pertinentes sur un réseau plus étendu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci d'avoir posé la question. Je pensais la montrer tout à l'heure et j'ai oublié. Donc, actuellement, un flash aujourd'hui à Polytech Montpellier, les 3 partenaires québécois majeurs qui sont là-haut, ETS, UDS, UQAC, on a des accords là pour des semestres et des doubles diplômes, quasiment dans tous les départements. Il faut regarder dans le détail, mais quasiment dans tous les départements. Aux États-Unis, on n'a pas eu beaucoup de mobilité dans le passé. On a un accord avec Iowa State dans le passé. On va envoyer des étudiants priorité GBA. On a un accord avec Boise State dans l'Idaho nord-ouest. On a déjà eu des étudiants de MEA, je pense, et on a une de places par an, c'est ouvert. Et comme l'a dit Syl, l'Université of Louisiana à Lafayette, on est en train de signer l'accord. On espère pouvoir envoyer des étudiants à la rentrée prochaine, mais ça sera un démarrage. Et Martin Margara, le représentant de l'université, d'ailleurs je pensais qu'il devait être là, cette table ronde, mais demain il sera sur un petit groupe, pour ceux que ça intéresse à Louisiane, il sera sur un petit groupe de discussion. Eric, je pense qu'il faut rajouter University of Alberta at Edmonton pour les soudeurs. Là, c'était les accords d'échange semestre et double diplôme. Ok, pardon. Okay. Pour les stages, il y en a plein d'autres. Et pour les stages, tu n'as pas besoin d'accord entre universités. Ok. Pour les stages, le meilleur encouragement, c'est de regarder les listes des stages des années précédentes et d'aller discuter avec les 5A demain au Global Village. Désolé, le temps est passé trop vite et il va falloir qu'on passe à la table ronde suivante. Merci beaucoup à vous qui étiez à distance, à vous qui étiez présents, à vous qui avez posé des questions. À suivre. Merci beaucoup. Hey guys.
Au À revoir. suivre tout le monde sur le Brésil. Et demain, on retrouve tous les interlocuteurs là, lors de la session partenaire. Au revoir, à plus. Bonne Salut continuation à Laetitia. tous. Au revoir. Bye Jane.